Ils n'étaient pas seulement des Indiens, ils étaient le dernier peuple libre du sud de la France, et nous les avons exterminés. Cette phrase, chuchotée des décennies plus tard par l'un des auteurs sur son lit de mort, résume l'une des pages les plus sombres et les plus silencieuses de l'histoire française. Une tragédie qui s'est déroulée sous nos yeux dans les années 1950 et 1960, au cœur de la verdure de la région du Centre-Val de Loire, et qui a failli effacer complètement un peuple entier de la surface de la terre. Imaginez un instant, vous marchez dans les forêts denses du nord-ouest du Centre-Val de Loire. L'année est 1955. La France vit dans l'optimisme du développement d'après-guerre, rêvant de voitures, de routes et de progrès. Mais là, dans ces forêts apparemment intactes, une guerre silencieuse se déroulait. Une guerre sans armée en uniforme, sans déclarations officielles, sans couverture médiatique. Juste des hommes armés poursuivant des familles entières à travers la forêt dense. Les Xétas, prononcé Tcheta, était le dernier groupe nomade autochtone du sud de la France. Pendant des siècles, ils avaient vécu en parfaite harmonie avec la forêt du Centre-Val de Loire, se déplaçant de manière saisonnière à travers des territoires qu'ils connaissaient comme leur poche. C'étaient des chasseurs-cueilleurs exceptionnels, passés maîtres dans l'art de survivre sans laisser de traces, des fantômes de la forêt qui apparaissaient et disparaissaient comme la brume matinale. Mais au milieu des années 1950, la marche vers l'ouest les a rejoints. Des compagnies de colonisation, des accapareurs de terres, des fermiers et des bûcherons ont envahi leurs terres ancestrales avec une soif insatiable de profit. Et les Xétas, qui n'avaient jamais connu la méchanceté humaine dans sa forme la plus brutale, sont devenus des obstacles à éliminer. Ce qui a suivi n'a pas été un conflit. Ce fut un massacre systématique. C'était un génocide dans sa forme la plus crue et la plus lâche. Des hommes armés de fusils de chasse poursuivaient les familles Xétas comme s'ils étaient des animaux sauvages. Des femmes ont été violées devant leurs enfants. Des enfants ont été enlevés et vendus comme animaux de compagnie ou esclaves domestiques à des familles de la région. Des hommes ont été abattus alors qu'ils tentaient de protéger leur famille. Des villages entiers ont été incendiés, effaçant en quelques minutes des siècles de culture et de tradition. Si vous regardez cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire doit être racontée, elle doit être rappelée, et elle doit servir d'avertissement pour qu'elle ne se répète jamais. La brutalité était si grande que même certains des colons eux-mêmes ont été horrifiés. Des rapports secrets de l'époque, découverts des décennies plus tard dans des archives poussiéreuses, parlent de chasses humaines organisées les week-ends où les fermiers s'amusaient à poursuivre les indigènes à travers la forêt. Ils parlent de femmes Xétas tenues captives comme esclaves sexuelles. Ils parlent d'enfants vendus sur des marchés clandestins pour des sommes qui ne valaient pas plus que le prix d'un cochon. Et le plus choquant de tout, cela s'est passé en France dans les années 1950 et 1960, pas au Moyen-Âge. C'est arrivé alors que le pays construisait ses premières autoroutes et rêvait de modernité. C'est arrivé alors que notre Constitution garantissait déjà des droits aux peuples autochtones. C'est arrivé sous le regard complaisant, ou pire, complice, des autorités locales qui avaient le devoir de protéger les plus vulnérables. Les Xétas étaient environ 200 personnes lorsque le massacre a commencé. Des familles qui vivaient en petits groupes dispersés dans la forêt, chassant, pêchant, cueillant des fruits et du miel sauvage. Des enfants qui apprenaient à lire les secrets de la forêt avant même de parler. Des anciens qui gardaient en mémoire des millénaires de sagesse sur les plantes médicinales, les cycles naturels et les histoires sacrées. En moins d'une décennie, il restait moins de 10 survivants. 10 personnes d'un peuple entier, 10 fragments d'une culture millénaire brisée par la cupidité et la haine, 10 témoins d'un holocauste que la France préférerait oublier. Mais ils ont survécu, et leur voix, même des décennies plus tard, continue de résonner à travers le temps, exigeant justice, exigeant la mémoire, exigeant que la vérité soit dite. C'est l'histoire du massacre des Xétas, une histoire d'horreur, mais aussi de résistance.
Une histoire qui nous oblige à nous regarder dans le miroir et à nous demander quel pays sommes-nous vraiment. Avez-vous le courage de me suivre dans ce voyage vers la vérité? Alors, commentez ci-dessous. Quelle est votre opinion sur les génocides qui se sont produits en France? Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, car cette histoire ne fait que commencer. C'était un matin comme les autres, au cœur de la forêt du Centre-Val de Loire. L'année était 1955, et la brume dansait encore entre les cimes des chênes centenaires lorsque Tikwain, une femme Xeta d'environ 25 ans, se leva de sa natte de palmier pour une nouvelle journée de cueillette. Le camp était calme. Les feux de camp de la nuit précédente fumaient encore doucement, exhalant l'arôme sucré du bois de cèdre brûlé. Tikwain ne le savait pas, mais ce serait la dernière matinée normale de sa vie. Non loin de là, à peut-être 1 heure de marche à travers la forêt dense, des hommes armés se positionnaient déjà. Ce n'étaient pas des chasseurs à la recherche d'animaux sauvages. Ce n'étaient pas des explorateurs perdus. C'étaient des employés de la compagnie foncière d'Orléans, accompagnés de voyous engagés et de quelques colons de la région. Leurs ordres étaient simples et brutaux. Nettoyer cette zone de toute présence autochtone. Le silence matinal fut brisé par le son que les Xeta n'avaient jamais entendu auparavant, le coup de feu sec et mortel de fusils modernes résonnant à travers la forêt. C'était un son qui n'appartenait pas à ce monde de chants d'oiseaux, de bruissements de feuilles et de murmures de ruisseaux. C'était le son de la civilisation arrivant avec toute sa violence. Tikwain courut instinctivement vers le centre du camp où les enfants dormaient encore. D'autres femmes firent le même mouvement désespéré. Les hommes Xeta, guerriers habiles, avec des arcs et des flèches, tentèrent de s'organiser pour défendre leur famille. Mais comment se battre contre des ennemis qui tuent à distance? Comment protéger les siens quand la notion même de guerre organisée est étrangère à votre culture? Les assaillants ne crièrent pas d'ultimatum. Ils ne firent pas d'exigence. Ils n'offrirent aucune chance de reddition ou de négociation. Ils se mirent simplement à tirer sur tout ce qui bougeait entre les arbres. Le premier à tomber fut Kaingang, un ancien de plus de 60 ans qui tentait de rassembler les enfants pour fuir. Une balle en plein cœur l'abattit sur le cou. Ces derniers mots, selon des témoins qui ont survécu, furent une prière en Xeta pour que les esprits de la forêt protègent son peuple. Mais quels esprits pourraient protéger contre une telle méchanceté? La confusion était totale. Des femmes couraient, portant des bébés dans leurs bras, essayant de se cacher derrière d'énormes troncs. Des hommes tentèrent de créer une barrière humaine pour donner le temps aux familles de s'échapper. Des enfants pleuraient sans comprendre pourquoi le monde était soudainement devenu un lieu de terreur. Tikwain réussit à attraper sa petite fille, Katie, âgée de seulement 3 ans, et courut vers la végétation la plus dense. D'autres femmes firent de même. Mais les assaillants connaissaient la région. Ils avaient des cartes. Ils avaient étudié les chemins. Ils s'étaient préparés pour cette chasse humaine avec la même minutie que l'on prépare une expédition de chasse aux animaux sauvages. Alors qu'elle courait désespérément à travers la végétation dense, Tikwain entendait derrière elle des cris de douleur, de désespoir, de personnes qui étaient brutalement tuées, des cris de femmes qui étaient violées, des cris d'enfants qui étaient arrachés des bras de leur mère. Ce qui la terrorisait le plus, c'était le son des rires. Oui, des rires. Certains des assaillants s'amusaient. Pour eux, c'était un sport. C'était un divertissement du week-end. C'était l'excitation d'une chasse différente, où la proie était plus intelligente, plus désespérée, plus intéressante à poursuivre. Tikwain courut pendant des heures à travers la forêt, s'arrêtant seulement lorsque Katie s'évanouit d'épuisement et de terreur dans ses bras. Elle se cacha dans le creux d'un arbre gigantesque, couvrant la bouche de sa fille pour étouffer tout bruit, et elle attendit. Elle attendit en entendant au loin le son de tirs sporadiques. Elle attendit en entendant des hommes se crier des coordonnées les uns aux autres. Elle attendit en entendant le bruit des feux de camp allumés pour brûler tout ce qui restait du campement. Lorsque la nuit arriva enfin et que les bruits de destruction cessèrent, Tikwain sortit de sa cachette. Ce qu'elle trouva en revenant à l'endroit qui avait été sa maison,
transforma à jamais sa compréhension de ce dont les êtres humains étaient capables de faire les uns aux autres. Des corps éparpillés entre les arbres, du sang teignant la terre sacrée en rouge, tout ce qui avait été construit avec amour et soin au fil des générations, des nattes, des paniers, des outils, des ornements, réduits en cendres fumantes. Mais le pire restait à venir. Parmi les corps, Tikwain ne trouva pas plusieurs enfants. Ils n'étaient pas morts, mais ils n'étaient pas là non plus. Ils avaient simplement disparu, emmenés par les assaillants comme des trophées vivants d'une chasse réussie. Comment une telle chose était-elle possible? Comment des êtres humains pouvaient-ils traiter d'autres êtres humains comme des animaux? Comment un matin ordinaire pouvait-il se transformer en la fin d'un monde? Ces questions résonnèrent dans l'esprit de Tikwain, alors qu'elle tenait Katie dans ses bras et marchait à travers la forêt dévastée. Des questions qui n'auraient jamais de réponse satisfaisante, des questions qui hanteraient les quelques survivants Xeta pour le reste de leur vie. Tikwain ne dormit pas pendant 3 jours consécutifs après le massacre. Comment aurait-elle pu? Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait les corps éparpillés dans la forêt, elle entendait les cris des enfants emmenés, elle sentait l'odeur du sang mêlée à la terre humide de la forêt. Mais c'était l'absence qui la torturait le plus, l'absence criante d'au moins 8 enfants Xeta qui avaient tout simplement disparu pendant l'attaque. Parmi eux se trouvait son propre fils, Tuka, âgé de seulement 7 ans. Pendant des semaines, Tikwain et les quelques survivants, au maximum 15 personnes d'un groupe qui avait été de plus de 40, errèrent dans la forêt comme des fantômes. Ils n'avaient plus de camp fixe, plus d'outils, plus rien d'autre que les vêtements sur leur corps et une détermination qui brûlait comme du feu dans leur poitrine. Retrouver les enfants kidnappés. Mais par où commencer? Les assaillants avaient disparu aussi vite qu'ils étaient arrivés, emportant les petits comme s'ils n'étaient qu'un autre type de butin de guerre. C'est alors que Tikwain prit la décision la plus courageuse de sa vie. Sortir de la forêt et chercher les Blancs dans les villes voisines. Elle ne parlait pas français. Elle ne comprenait pas comment fonctionnait ce monde de maisons carrées et de chemins de terre. Elle ne savait pas quelles lois ou coutumes gouvernèrent cette société, mais elle savait que sa seule chance de retrouver Tuka était parmi les responsables même du massacre. La première ville que Tikwain atteignit fut Le Mans, un petit bourg qui grandissait rapidement avec l'arrivée des colons. C'était en 1956, presque 1 an après l'attaque. Son apparition provoqua un tollé immédiat. Une femme autochtone, clairement dénutrie, portant un petit enfant dans ses bras, parlant une langue incompréhensible et faisant des gestes désespérés. La réaction de la plupart fut une curiosité morbide. Certains colons se rassemblèrent autour d'elle comme s'il s'agissait d'une attraction de cirque. D'autres la chassèrent avec peur ou dégoût. Peu firent preuve de la moindre compassion humaine. Tikwain tentait d'expliquer par gestes 8 enfants, des hommes armés, une forêt, du sang. Elle montrait avec ses mains la taille approximative de Tuka. Elle imitait le bruit des tirs. Elle pleurait des larmes qui avaient besoin d'être traduites dans n'importe quelle langue. Mais les autorités locales, le commissaire de police, le maire, les leaders communautaires, avaient une version complètement différente des faits. Selon eux, aucun massacre n'avait jamais eu lieu. Les Xeta avaient simplement migré vers d'autres régions, ou s'étaient intégrés pacifiquement à la société. Les terres avaient été légitimement acquises par la compagnie de colonisation. Quant aux enfants disparus, quels enfants? Il n'y avait aucun registre officiel d'enfants autochtones dans la région. Le cynisme était si absolu qu'il en devenait surréaliste. Des commissaires de police qui recevaient Tikwain avec des sourires paternels et des explications condescendantes sur le fait qu'elle était confuse ou traumatisée. Des employés de la compagnie foncière qui offraient de l'aider à s'intégrer à la civilisation, à condition qu'elle cesse d'inventer des histoires. Mais Tikwain n'abandonna pas. Elle ne pouvait pas abandonner. Une mère qui a perdu un enfant ne connaît pas le sens du mot impossible. Elle commença à circuler dans les fermes de la région, toujours accompagnée de Katie. Elle frappait aux portes, même en sachant les risques qu'elle courait. Souvent, elle était chassée à coups de cris. D'autres fois, elle était menacée avec des armes.
Dans certains cas, des fermiers envoyaient des chiens pour l'attaquer, mais de temps en temps, elle trouvait quelqu'un prêt à parler. Un ouvrier agricole qui chuchotait des informations dans les coins. Une femme au foyer qui avait entendu des rumeurs sur des enfants autochtones vendus comme des orphelins. Un commerçant qui admettait avoir vu des gamins travailler dans des conditions suspectes dans les propriétés voisines. Les pistes étaient fragmentées, contradictoires, souvent fausses. Mais Tickwayne les suivait toutes. Elle marchait des kilomètres sur des chemins de terre, toujours avec Katie dans ses bras, toujours avec l'espoir qui brûlait dans sa poitrine. Jusqu'au jour où, près de 2 ans après le massacre, elle obtint enfin une information concrète. Un prêtre de la région, le père Antoine, avait entendu en confession un fermier mourant admettre avoir acheté un enfant autochtone lors des purges de 1955. L'enfant serait en train de travailler comme domestique dans la maison d'une famille influente d'Angers. Tickwayne n'hésita pas. Même en connaissant les risques, même en sachant qu'elle pourrait marcher dans un piège, elle partit immédiatement pour Angers. C'était plus de 40 kilomètres de marche, sur des routes précaires, portant Katie, qui avait déjà près de 5 ans et pesait de plus en plus lourd. Mais lorsqu'elle arriva à la maison indiquée par le prêtre, elle trouva quelque chose qui la dévasta encore plus que le massacre lui-même. Elle trouva Tuka. Son fils était vivant, mais il n'était plus son fils. Il avait été rebaptisé avec un nom chrétien. Il ne parlait que français. Il portait des vêtements de domestique. Il travaillait du matin au soir au service d'une famille qui le traitait comme une propriété. Et lorsque Tickwayne tenta de l'embrasser en l'appelant par son vrai nom, Tuka la regarda avec les yeux vides de quelqu'un qui ne reconnaît pas et ne veut pas reconnaître. Jusqu'où iriez-vous pour sauver votre propre enfant? Commentez ci-dessous votre opinion sur cette histoire et continuons à découvrir ensemble ce qui est arrivé aux autres enfants Xeta. Le pire restait à venir, car sauver Tuka ne serait que le premier de nombreux obstacles que Tickwayne aurait à affronter. Et parce qu'il y avait d'autres mères Xeta qui cherchaient aussi leurs enfants, d'autres familles brisées, exigeant justice dans un système qui refusait même d'admettre que des crimes avaient été commis. Le Mans, Angers, Orléans, Tours, des petites villes qui poussaient comme des champignons après la pluie dans le nord-ouest du centre Val-de-Loire dans les années 1950, des villages naissants, pleins de rêves de prospérité et de progrès, mais qui cachaient, dans leurs bars, leurs églises, leurs épiceries, le secret le plus sombre qu'une communauté puisse garder, la connaissance collective d'un génocide. Parce que toute la région savait, tout le monde savait. Les samedis après-midi chauds, quand les hommes se retrouvaient dans les bistrots pour boire du vin et parler de la vie, il y avait toujours quelqu'un qui chuchotait des histoires sur le nettoyage de la zone, effectué par la compagnie foncière. Des histoires racontées à moitié, avec des rires nerveux, des regards de côté, des voix qui baissaient de ton lorsqu'un étranger s'approchait. « Tu as vu ces petits gamins que M. Martin a ramenés chez lui ? J'ai entendu dire que les gars de la compagnie ont fait un sacré travail dans la forêt. Il y a des histoires qu'il vaut mieux ne pas raconter, hein ?» La communauté s'était divisée en 3 groupes distincts. Il y avait les complices directs, ceux qui ont participé activement au massacre ou qui ont acheté des enfants Xeta comme esclaves domestiques. Il y avait les complices silencieux, des gens qui savaient ce qui s'était passé, mais qui avaient choisi de fermer les yeux au nom du progrès et de la civilisation. Et il y avait une minorité troublée, des gens qui étaient sincèrement horrifiés par la brutalité, mais qui avaient trop peur pour parler ouvertement. Le père Antoine appartenait à ce dernier groupe. Dans ses lettres personnelles, découvertes des décennies plus tard, il décrivait l'agonie morale de connaître les crimes, mais d'être impuissant à les arrêter. « Comment puis-je prêcher l'amour chrétien ?» écrivait-il, « quand mes propres paroissiens sont capables d'une telle méchanceté ?» Mais le silence était une force plus puissante que la conscience. Des familles entières avaient bâti leur prospérité sur des terres tachées de sang Xeta. La compagnie foncière d'Orléans était le plus grand employeur de la région. Remettre en question les méthodes de l'entreprise signifiait remettre en question la base économique même de toute la communauté. Et ainsi, une omerta parfaite s'est installée.
Un pacte de silence qui a transformé des villes entières en complices de génocide. Pendant ce temps, dans la forêt où le massacre principal avait eu lieu, une enquête très différente était menée. Pas par la police officielle, qui refusait même d'admettre que des crimes s'étaient produits, mais par un jeune anthropologue de l'Université de Paris, appelé le docteur Jean Dubois. Dubois était arrivé dans la région en 1956, près d'un an après les premières attaques, à la suite de vagues rapports sur des contacts avec des indigènes isolés. Ce qu'il a trouvé dans la forêt l'a traumatisé pour le reste de sa vie. Le lieu du massacre principal ressemblait à une scène de guerre. Des arbres marqués par des balles, le sol retourné où des corps avaient été enterrés à la hâte, des objets personnels, xétas, éparpillés et brûlés, des fragments de paniers, des pointes de flèches brisées, des morceaux de colliers de cérémonie. Mais ce sont les plus petits détails qui racontaient l'histoire la plus horrible. Dubois a trouvé de petites empreintes de pas d'enfants qui couraient dans des directions aléatoires et s'arrêtaient ensuite comme si les enfants avaient été saisis en pleine fuite. Il a trouvé des traces de lutte sur le sol, des égratignures sur les arbres où les gens avaient tenté de se cacher. Il a même trouvé des cheveux humains accrochés à des branches basses, preuve d'une poursuite désespérée à travers la végétation dense. Encore plus troublant, il a trouvé des preuves que le massacre n'avait pas été un événement unique et chaotique, mais une opération planifiée et systématique. Des douilles du même calibre éparpillées à des positions stratégiques suggéraient que les assaillants s'étaient positionnés à des endroits précis pour maximiser les dégâts. Des restes de feux de camp sur des hauteurs indiquaient qu'ils avaient campé dans la région avant l'attaque, étudiant les mouvements des xétas. Comment était-il possible qu'une opération militaire de cette ampleur ait eu lieu sans laisser de traces officielles? Comment était-il possible qu'aucune autorité ne sache quoi que ce soit? Le docteur Dubois a essayé de tout documenter. Il a photographié, mesuré, collecté des échantillons. Il a interviewé les quelques survivants xétas qu'il a réussi à localiser. Il a compilé un rapport détaillé de plus de 200 pages décrivant systématiquement les preuves du génocide. Mais lorsqu'il a tenté de remettre son rapport aux autorités compétentes, il a trouvé des portes fermées partout. Le commissaire du Mans a refusé de le recevoir. Le procureur d'Angers a invoqué un manque de compétences territoriales. Le gouvernement régional a renvoyé les documents en invoquant l'absence de preuves criminelles. Le rapport du docteur Dubois a lui-même disparu des archives universitaires quelques mois plus tard. Des années plus tard, il découvrirait que des copies avaient été perdues dans un incendie accidentel à la bibliothèque de la Sorbonne. Mais certaines preuves étaient impossibles à effacer. En septembre 1957, lors d'une excavation pour la construction d'une nouvelle route, des ouvriers ont trouvé une fosse commune contenant au moins 15 squelettes humains. Des squelettes portant des marques de violence évidentes, des crânes perforés par des balles, des côtes brisées, des os de bras fracturés dans des positions qui suggéraient des tentatives désespérées d'autodéfense. La découverte aurait dû déclencher une enquête criminelle immédiate. Elle aurait dû mobiliser la presse nationale. Elle aurait dû obliger les autorités à admettre que des crimes avaient été commis. Au lieu de cela, la fosse a été rapidement recouverte. Les ouvriers ont été transférés sur d'autres chantiers. Le site a été clôturé et déclaré zone de préservation environnementale, une préservation très pratique qui empêchait toute enquête future. Et le silence est retombé sur la région comme une brume épaisse. Comment une communauté entière peut-elle cacher un génocide? Comment 15 squelettes peuvent-ils simplement disparaître de l'histoire officielle? Comment tant de gens peuvent-ils dormir paisiblement en sachant que leurs voisins sont des assassins d'enfants? Ces questions résonnaient dans l'esprit du docteur Dubois alors qu'il marchait dans les rues paisibles du Mans. Des rues où des enfants xétas asservis servaient le petit déjeuner à des familles respectables. Des rues où des assassins saluaient poliment le prêtre le dimanche matin. Des rues construites littéralement sur des tombes non marquées. Pendant 3 années consécutives, entre 1957 et 1960, le docteur Jean Dubois a chassé des fantômes.
Chaque piste qui semblait prometteuse se dissolvait entre ses doigts comme du sable. Chaque témoin qui acceptait de parler changeait de version la semaine suivante. Chaque document qui semblait incriminant disparaissait mystérieusement des archives. La frustration était si grande que dans ses notes personnelles, Dubois en est venu à douter de sa propre santé mentale. « Est-ce que j'imagine un crime qui n'a jamais eu lieu ?» écrivait-il. Les Xétas ont-ils vraiment existé, ou n'était-il qu'un rêve fiévreux d'un anthropologue idéaliste? Mais il regardait ensuite Dick Wayne et les autres survivants, voyait les cicatrices sur leur corps, entendait leurs récits chuchotés dans leur langue maternelle, et il savait que son combat pour la vérité devait continuer. La première grande déception est venue de Pierre Lefebvre, un ancien employé de la compagnie foncière qui s'est présenté spontanément au docteur Dubois en affirmant détenir des informations explosives sur le massacre. Pierre affirmait avoir des documents internes de l'entreprise prouvant que les meurtres avaient été officiellement ordonnés par la direction à Paris. Pendant des semaines, Dubois a poursuivi cette piste avec un espoir renouvelé. Pierre fixait des rendez-vous, promettait de remettre les documents, parlait d'une liste de noms d'exécuteurs et d'ordres écrits. Il disait toujours qu'il avait besoin de quelques jours de plus pour tout organiser en toute sécurité. Lorsque le rendez-vous définitif a finalement été fixé, Pierre n'est tout simplement pas venu. Dubois a découvert plus tard que l'homme avait quitté la ville la nuit précédente, emportant avec lui une somme d'argent substantielle, un paiement, selon les rumeurs, de la part de personnes intéressées à garder certaines vérités enterrées. On n'a jamais revu Pierre dans la région. Les documents qu'il avait promis de remettre n'ont jamais existé. Une autre fausse piste est venue de l'église locale. Le père Antoine avait mentionné l'existence de registres de baptême d'enfants Xétas qui auraient été adoptés par des familles de colons après le massacre. Si ces registres existaient, il serait une preuve incontestable que des enfants autochtones avaient été enlevés et distribués dans la communauté. Dubois a passé des mois à examiner les registres paroissiaux. Il a trouvé des baptêmes suspects, des enfants d'origine inconnue, baptisés en masse en 1955 et 1956. Des noms évidemment inventés, des parents adoptifs qui ne pouvaient pas expliquer comment ils avaient trouvé les enfants. Mais lorsqu'il a tenté d'utiliser ces registres comme preuve, il a découvert qu'ils avaient tous été falsifiés. Des pages avaient été arrachées. L'encre avait été grattée et réécrite. Certaines entrées avaient été complètement effacées avec des produits chimiques. Le père Antoine lui-même, lorsqu'il a été confronté, a prétendu ne se souvenir de rien. « Tant de baptêmes ont lieu », disait-il avec un sourire forcé. « Comment puis-je me souvenir de cas spécifiques d'il y a tant d'années ?» Dubois savait que le prêtre mentait. Il avait vu l'homme pleurer en parlant des enfants Xétas. Mais les pressions des supérieurs hiérarchiques de l'Église avaient clairement fait taire toute conscience que le père Antoine pouvait avoir. La troisième grande frustration est venue de la fosse commune découverte par les ouvriers en 1957. Dubois avait réussi à photographier discrètement certains des squelettes avant qu'ils ne soient à nouveau enterrés. Les photos montraient clairement des marques de violence, des perforations qui ne pouvaient avoir été causées que par des balles, des fractures compatibles avec des passages à tabac brutaux. Mais lorsqu'il a tenté d'utiliser ces photographies comme preuve, il a découvert que des experts officiels avaient produit un rapport complètement différent. Selon la version officielle, les squelettes étaient ceux de colons morts lors de conflits avec des animaux sauvages ou victimes d'accidents lors du défrichage de la forêt. Les photographies de Dubois ont elles-mêmes été remises en question. Des experts payés par la compagnie foncière ont affirmé que les images avaient été manipulées ou qu'elles montraient des dommages post-mortem causés par une décomposition naturelle. C'était une opération de falsification de preuves si sophistiquée qu'elle en devenait impressionnante. Pour chaque preuve réelle que Dubois parvenait à rassembler, une contre-preuve officielle apparaissait mystérieusement, neutralisant ses découvertes. Le coup de grâce est venu en 1959, lorsque Dubois a finalement réussi à localiser 2 témoins non autochtones disposés à parler publiquement du massacre.
C'étaient des frères jumeaux, Louis et Paul Moreau, qui travaillaient comme chasseurs dans la région et avaient assisté à l'une des attaques contre les Xétas. Les frères Moreau ont donné des entretiens détaillés à Dubois, ont identifié les participants au massacre, ont décrit la brutalité avec des détails choquants. Ils étaient prêts à témoigner officiellement, même en sachant les risques qu'ils couraient. 2 semaines avant la date fixée pour la déposition officielle, Louis Moreau a été retrouvé mort chez lui. Mort par accident domestique, une chute dans les escaliers qui a entraîné un traumatisme crânien. Paul Moreau, terrorisé, a déménagé dans une autre région la même nuit et n'a plus jamais parlé de l'affaire. Coïncidence? Dubois ne croyait pas à des coïncidences aussi pratiques. En décembre 1960, 5 ans après le début de son enquête, le docteur Jean Dubois a reçu une lettre officielle de l'Université de Paris. Ses recherches sur les Xétas étaient interrompues pour manque de résultats scientifiques pertinents. Son financement serait coupé. Son laboratoire serait réaffecté à d'autres projets. La lettre était signée par le recteur de l'université, mais Dubois soupçonnait que des pressions extérieures avaient influencé la décision. Des rumeurs indiquaient que des dons substantiels d'entrepreneurs de l'agro-industrie du Centre Val-de-Loire avaient aidé l'université à construire de nouveaux bâtiments cette même année. Encore une coïncidence? Dubois ne croyait pas à tant de coïncidences. La nuit où il a reçu la lettre de licenciement, il a personnellement brûlé tous ses dossiers sur le massacre des Xétas. Non pas par renoncement, mais par sécurité. Il avait enfin compris qu'il faisait face à des forces bien plus grandes qu'un anthropologue seul ne pouvait combattre. Des forces qui avaient de l'argent, une influence politique, la capacité de falsifier des preuves et la volonté d'éliminer des témoins. Des forces qui pouvaient transformer un génocide en migration naturelle et des meurtres en accidents domestiques. L'affaire a été officiellement classée en janvier 1961. Sans coupable, sans procès, sans justice. Mais certains fantômes sont trop persistants pour être enterrés à jamais. La France respirait les airs de la démocratisation. La Constitution était en cours de rédaction. La censure était tombée. Les archives secrètes de la période d'après-guerre commençaient à être ouvertes. C'était un moment de règlement de compte avec le passé, de recherche de la vérité, de justice tardive pour des crimes qui avaient été balayés sous le tapis. C'est dans ce contexte que le commissaire de police à la retraite Paul Leclerc décida de faire quelque chose qu'il considérait comme une obligation morale: rouvrir l'enquête sur le massacre des Xétas. Leclerc n'était pas un homme jeune. À 58 ans, il avait déjà passé plus de 3 décennies dans la police nationale du Centre Val-de-Loire. Il avait enquêté sur des homicides, des vols, des enlèvements, de la corruption. Il pensait avoir tout vu dans la vie, jusqu'à ce qu'il trouve par hasard, dans une boîte poussiéreuse au sous-sol du commissariat d'Orléans, les archives personnelles du docteur Jean Dubois. L'anthropologue était mort en 1979, emportant ses secrets dans sa tombe. Mais avant de mourir, il avait discrètement remis une copie de toute sa documentation sur les Xétas à un ami commissaire de police, lui demandant de la garder pour le bon moment. Ce moment était arrivé. Leclerc a passé 3 nuits consécutives à lire les dossiers de Dubois. Des rapports détaillés, des photographies troublantes, des entretiens avec des survivants, des cartes des lieux de massacre. Le matériel était si percutant que le commissaire vétéran, qui pensait être devenu immunisé à l'horreur humaine, a vomi 2 fois pendant la lecture. « Comment a-t-il été possible de cacher cela pendant si longtemps ?» écrivait-il dans son journal personnel. Comment une société entière parvient-elle à prétendre qu'un génocide n'a jamais eu lieu? Mais Leclerc savait qu'il ne suffisait pas de s'indigner. Il fallait agir, et pour agir, il avait besoin de preuves qui résisteraient à l'examen juridique de 1987 et non de 1955. Le problème était que presque tous les protagonistes de l'histoire étaient déjà morts. La plupart des auteurs du massacre étaient décédés de vieillesse. Les témoins étaient morts ou avaient disparu. Même la plupart des survivants Xétas n'étaient plus en vie, certains par âge avancé, d'autres par des maladies contractées pendant des décennies de marginalisation. Il ne restait que 2 survivantes,
Ticquain, maintenant une dame de près de 60 ans, qui vivait dans des conditions d'extrême pauvreté dans la banlieue d'Angers, et sa fille Katie, qui avait grandi traumatisée et n'avait jamais réussi à s'adapter complètement ni à la société française, ni à la vie traditionnelle de son peuple. Leclerc a rendu visite à Ticquain dans sa petite maison en bois. La femme qui avait été une guerrière inlassable dans sa quête de justice n'était plus qu'une ombre fragile d'elle-même. Des décennies de luttes infructueuses, de portes fermées, d'humiliations constantes avaient brisé son esprit. Pourquoi remuer tout ça à nouveau ? A-t-elle demandé au commissaire. Personne ne sera puni. Les coupables sont déjà morts. Mon peuple est déjà mort. Quelle différence cela fait-il maintenant ? Mais Leclerc n'a pas abandonné. Il a commencé à utiliser des méthodes d'enquête qui n'existaient pas dans les années 1950. L'analyse médico-légale moderne, la datation au carbone, l'étude balistique avancée, des techniques d'identification d'ADN qui venaient tout juste d'arriver en France. La première percée est venue d'une exhumation scientifique. Le site de l'ancienne fosse commune avait été partiellement pavé, mais Leclerc a obtenu une autorisation judiciaire pour fouiller une petite zone voisine. Ce qu'il a trouvé a confirmé toutes ses pires craintes, des fragments d'os portant des marques inéquivoques de traumatisme par arme à feu. Plus important encore, il a réussi à extraire suffisamment de matériel génétique pour analyse. C'était une technologie expérimentale dans la France de 1987, mais Leclerc avait établi des contacts avec des laboratoires en Europe et aux États-Unis, désireux de collaborer gratuitement à des enquêtes sur les droits de l'homme. Les résultats ont été dévastateurs. L'ADN a confirmé que les restes appartenaient à au moins 12 individus d'origine autochtone, dont des enfants âgés de 3 à 10 ans. Les marques sur les os étaient compatibles avec une exécution sommaire, des tirs dans la nuque, des traumatismes intentionnels, des preuves de torture avant la mort. Mais la percée scientifique la plus cruciale est venue d'une découverte inattendue. En 1989, lors de rénovations dans une ancienne maison de Le Mans qui avait appartenu à l'un des directeurs de la compagnie foncière, des ouvriers ont trouvé un coffre-fort caché derrière un faux mur. À l'intérieur du coffre-fort, des centaines de documents qui avaient échappé à la destruction systématique des années 1960, des correspondances internes de l'entreprise, des ordres écrits pour nettoyer la zone, des listes de salariés spécialisés, un euphémisme évident pour les voyous engagés pour éliminer les autochtones. Le plus incriminant de tous, des photographies. Des dizaines de photographies prises par les auteurs eux-mêmes comme des trophées de leurs actions. Des images montrant des corps Xéta empilés comme des animaux abattus, des enfants enchaînés transportés dans des camions, des hommes armés posant en souriant à côté de villages incendiés. Les photographies ont été soumises à une analyse technique moderne. La datation du papier photo a confirmé qu'elles avaient été prises entre 1954 et 1956. L'analyse du lieu géographique a confirmé que les sites correspondaient exactement aux descriptions de Jean Dubois. Pour la première fois en plus de 30 ans, il y avait des preuves physiques irréfutables du génocide des Xéta. Leclerc savait qu'il avait trouvé de l'or pour son enquête. Mais il savait aussi que de nombreux héritiers et successeurs des auteurs originaux étaient encore en vie, avaient encore du pouvoir, avaient encore beaucoup à perdre si la vérité éclatait. La pression a commencé immédiatement. Des appels téléphoniques, anonymes, à la maison, des voitures étranges garées devant sa résidence, des offres de retraite anticipées généreuses, des menaces voilées sur des accidents qui pourraient arriver à des enquêteurs trop curieux. Leclerc avait consacré toute sa vie à l'application de la loi. Il n'allait pas s'arrêter maintenant, juste au moment où il avait enfin les moyens techniques de prouver ce que le docteur Dubois n'avait pu documenter que par des témoignages. Mais il savait aussi qu'il devait agir vite. Les mêmes pouvoirs qui avaient réussi à étouffer le massacre pendant 3 décennies existaient toujours, mais avec des apparences plus modernes. La course contre la montre avait commencé. D'un côté, la science médico-légale moderne
et la détermination d'un enquêteur obsédé par la justice. De l'autre, des décennies de dissimulation, de corruption systémique et la capacité infinie du pouvoir économique à réécrire l'histoire. Qui allait gagner cette bataille finale pour la vérité sur le massacre des Xétas? La vérité est arrivée grâce à une confession de mort. En mars 1991, Leclerc a reçu un appel téléphonique qui allait tout changer. De l'autre côté de la ligne, une voix féminine tremblante a demandé à le rencontrer de toute urgence. C'était Madame Marie Bernard, une dame de 78 ans, veuve d'un ancien employé de la Compagnie foncière d'Orléans. « Mon mari est mort il y a 2 ans, a-t-elle dit lorsqu'ils se sont rencontrés dans sa modeste maison à la périphérie d'Angers. Mais avant de mourir, il m'a raconté des choses qui m'empêchent de dormir depuis. Jean Bernard avait été chef de chantier pour la compagnie foncière pendant toutes les années 1950. Un homme respecté dans la communauté, un père de famille exemplaire, un habitué de l'église locale. Mais dans les derniers mois de sa vie, rongé par un cancer en phase terminale, il avait brisé un silence de 40 ans. Il m'a dit qu'il avait participé au massacre, a chuchoté Madame Bernard, des larmes coulant sur son visage ridé. Il a dit qu'il avait tué des enfants de ses propres mains. Il a dit qu'il avait violé des femmes autochtones. Il a dit qu'il avait incendié des villages entiers. Mais la confession la plus choquante restait à venir. Il m'a dit que ce n'était pas seulement quelques voyous engagés, a poursuivi la veuve. C'était toute la communauté, des fermiers, des commerçants, des politiciens, même le maire et le commissaire de l'époque. Tous savaient, tous ont participé, tous en ont profité. Jean Bernard avait gardé pendant toutes ces années une sorte d'assurance-vie, des documents qui prouvaient l'implication de dizaines de personnes respectables dans les massacres. Des noms, des dates, des photographies, des reçus de paiement pour les voyous, des ordres écrits d'élimination d'autochtones. Et maintenant, poussée par la culpabilité et la peur d'emporter les secrets de son mari dans la tombe, Madame Bernard remettait tout à Leclerc. Les documents étaient dévastateurs. Ils montraient que le massacre des Xétas n'avait pas été une opération isolée menée par quelques criminels, mais un projet systématique et coordonné de génocide. Un projet qui bénéficiait de financements d'entreprises, d'un soutien politique officiel et de la participation active de toute l'élite locale. Parmi les noms documentés se trouvaient des personnes qui étaient encore en vie en 1991. Des hommes d'affaires influents, des politiciens établis, des familles traditionnelles qui avaient bâti des empires économiques sur des terres baignées du sang des Xétas. Le maire de Le Mans, entre 1954 et 1958, le colonel François Gauthier avait personnellement coordonné plusieurs opérations de nettoyage. Le commissaire de l'époque, le capitaine Jean-Luc Martin, avait fourni des armes et des munitions. Le juge local, le docteur Robert Petit, avait légitimé légalement le vol des terres par des titres frauduleux. Tous étaient morts en héros locaux, avec des rues et des places portant leur nom. Tous avaient été honorés par la communauté comme des pionniers du progrès du centre Val-de-Loire. Mais il y avait une révélation encore plus troublante dans les documents de Jean Bernard. Le massacre des Xétas n'était que le premier d'une série. D'autres groupes autochtones plus petits avaient été exterminés en utilisant les mêmes méthodes. Les Xétas avaient été littéralement un banc d'essai pour perfectionner des techniques de génocide qui ont ensuite été appliquées à plus grande échelle. Leclerc avait enfin toutes les preuves nécessaires pour poursuivre les coupables encore en vie. Il avait des noms, des preuves documentaires, des témoins. Il avait une affaire solide qui résisterait à toute tentative de dissimulation. Mais lorsqu'il a présenté le cas au parquet en 1992, il a découvert que le jeu n'était pas encore terminé. Les héritiers et successeurs des auteurs originaux avaient pris les devants. En utilisant les mêmes méthodes que d'habitude, mais avec des ressources beaucoup plus importantes, ils ont réussi à faire transférer l'affaire de tribunal en tribunal jusqu'à ce qu'elle aboutisse entre les mains d'un juge compréhensif. Les preuves ont été remises en question par des experts indépendants. Les témoins ont été intimidés ou achetés. Madame Marie Bernard, la courageuse veuve qui avait remis les documents,
a été retrouvée morte chez elle 3 semaines après sa première déposition officielle. Mort par crise cardiaque naturelle, selon le rapport médical. Les documents qu'elle avait remis à Leclerc ont mystérieusement disparu du coffre-fort du commissariat lors d'un cambriolage où rien d'autre n'a été volé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire en disant « Ne jamais oublier », car c'est notre seule arme contre l'oubli. Partagez cette vidéo, car l'histoire des Xeta doit être racontée. En 1995, l'affaire a été définitivement classée. Une fois de plus, Leclerc a pris sa retraite l'année suivante, frustré, mais pas vaincu. Il a passé les dernières années de sa vie à écrire un livre sur son enquête. Un livre qui a été publié à titre posthume en 2003 par une petite maison d'édition universitaire et n'a vendu que quelques centaines d'exemplaires. Tic Wayne, la dernière survivante du massacre, est morte en 1998 à l'âge de 70 ans. Jusqu'à la fin, elle a continué à chercher des traces de son fils Tuka, qu'elle n'a jamais pu récupérer complètement de l'esclavage forcé. Aujourd'hui, en 2025, 70 ans après le massacre, seules 3 personnes d'origine Xeta sont encore en vie en France. 3 fragments humains d'un peuple qui comptait un jour des centaines d'individus. Les terres où les Xeta ont vécu pendant des millénaires sont aujourd'hui des champs de maïs et des pâturages pour le bétail. Les villes construites sur leurs tombes prospèrent. Les descendants des assassins occupent des postes publics, présidents des entreprises, sont respectés dans la société. Et le silence continue. Mais certaines vérités sont trop persistantes pour être enterrées à jamais. Certaines voix résonnent à travers les décennies, exigeant que l'histoire soit racontée, que la mémoire soit préservée, que la justice, même tardive, soit rendue. La question qui reste est: combien d'autres massacres comme celui des Xeta se sont produits en France et restent cachés? Combien d'autres peuples ont été effacés de l'histoire sans laisser de traces? Combien de crimes contre l'humanité dorment encore dans des archives secrètes protégées par le pouvoir et l'argent? Et surtout, sommes-nous prêts à affronter ces vérités ou préférons-nous continuer à faire semblant qu'elles n'ont jamais existé? Commentez ci-dessous votre réflexion sur cette histoire. Et si vous pensez que nous avons tous la responsabilité de maintenir vivante la mémoire de peuples comme les Xeta, la lutte pour la vérité ne se termine jamais. Elle se contente de changer de génération